Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Un chiffre macro à la une ce soir. La première estimation de la croissance américaine pour le premier trimestre. Un chiffre qui nécessite un peu de subtilité. Car oui, il faut comprendre qu'une économie peut voir son PIB se contracter sur un trimestre sans entrer pour autant en récession. Et à ce stade, c'est quand même sans doute l'analyse qu'il faut faire derrière la croissance trimestrielle publiée par les États-Unis. Donc un chiffre en baisse d'1,4% en rythme trimestriel annualisé. D'un trimestre sur l'autre, on est sur une contraction économique de 0,4% aux États-Unis. Il y a des facteurs qui ont lourdement pesé, à commencer par le commerce extérieur et un phénomène de moindre croissance des stocks, de déstockage pour dire les choses simplement. Ces deux phénomènes mis bout à bout ont enlevé 4 points de pourcentage à la croissance américaine sur le premier trimestre, ce qui est donc une contribution négative très importante. Et face à cela, on a quand même des facteurs domestiques qui restent orientés en croissance de manière décente, à commencer par la consommation, un poste très important évidemment pour l'économie américaine, avec une progression de 2,7% pour la consommation des ménages sur le trimestre écoulé. Et puis l'investissement se porte toujours bien également, l'investissement privé notamment, qui progresse au global de 2,3% sur la période. Voilà donc pour ce chiffre qui marque les esprits et qui ne change strictement rien aux tendances de marché qu'on va pouvoir commenter avec nos invités dans quelques instants, quelques grandes tendances qui sont poussées à l'extrême par les investisseurs sur les devises. Le dollar, face aux plus grandes devises majeures du monde, a atteint des points hauts inédits depuis 2002. Si on prend comme référence l'indice dollar, l'euro-dollar est en train de passer sous 1,05 au plus bas depuis 2017. Et puis on a des mouvements toujours très spectaculaires partant de la hausse du dollar, avec le yen japonais qui est à plus de 131 yens contre dollar désormais. Et puis même le yuan chinois, qui est une monnaie contrôlée, bien sûr, qui est en train de montrer des mouvements assez spectaculaires sur quelques jours. On a une baisse de 3-4% du yuan sur une dizaine de jours maintenant contre dollar. Donc toujours autant d'agitation sur le plan des devises. Les matières premières ne monte plus, si on prend là aussi des indices agrégés, mais elle ne baisse pas pour autant fortement. On reste quand même sur des prix assez fermes sur l'ensemble du compartiment des matières premières. Les taux restent sur une pente ascendante après quelques jours d'accalmie. Le marché obligataire a servi de valeur refuge, mais on voit tout de suite que les taux sont en train de repartir à la hausse de manière violente. On prend 10 points de base sur les taux longs européens aujourd'hui, après notamment la publication de l'inflation allemande pour le mois d'avril, qui est ressortie un petit peu au-delà des attentes, toujours sur un rythme annuel élevé de près de 8% pour le mois d'avril. En Allemagne, 7,8% précisément pour l'inflation allemande sur le mois d'avril qui se termine en ce moment. Et puis sur les marchés actions, force est de constater que les rebonds ont beaucoup de mal à tenir. On va essayer de préserver le vert en clôture ce soir en Europe, mais on a bien vu tout au long de la séance que c'était plutôt une pente descendante pour les indices actions européens, dans un contexte où les grandes valeurs technologiques sont en train de publier leurs résultats. Est-ce que ces bons résultats des grandes valeurs technologiques sont suffisants pour ramener de l'intérêt de la part des investisseurs, ou en tout cas réduire peut-être le désintérêt des investisseurs pour ce compartiment technologique? On a suivi évidemment la réaction de marché spectaculaire du titre Meta, ex-Facebook, après sa publication hier. Le titre gagne plus de 10% en ce moment à Wall Street. Et puis Apple et Amazon seront à suivre ce soir après la clôture du marché américain. Voilà pour les sujets de Planète Marché à suivre dans quelques instants. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, qui sera consacré au thème de la transition énergétique vue d'Afrique. Un spécialiste des marchés africains qui sera avec nous, Guillaume Arditi, associé fondateur de Belvedere Capital Partners, que nous retrouvons en visioconférence à partir de 17h45. Beaucoup de volatilité sur l'ensemble des classes d'actifs. Les marchés actions en font partie, bien sûr, avec une séance qui va difficilement se terminer dans le vert en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
Après la franche hausse de ce matin, le CAC oscille désormais d'une couleur à l'autre. Les bonnes publications d'entreprises n'auront pas suffi à pallier un PIB américain qui se rétracte au premier trimestre. Une contraction surprise d'1,4% du PIB contre une hausse d'1% anticipée. On relève que la consommation reste positive, soutenue par les services, et que le déséquilibre entre les exportations et les importations a lourdement pesé. Les États-Unis, où on relève par ailleurs une très légère baisse des inscriptions au chômage la semaine dernière avec 180 000 inscriptions hebdomadaires. Wall Street entame la séance dans le vert, entraînée par le segment technologique après les résultats rassurants de Meta Platforms. Ce soir, Apple et Amazon seront les dernières des GAFAM à publier. On remarque que le fabricant de puces Qualcomm est en nette hausse, tiré par des résultats également supérieurs aux attentes. Le dollar continue de progresser et dépasse le seuil des 130 yens. L'euro, de son côté, reste à un plus bas de 5 ans. S'agissant des valeurs à suivre à Paris dans la série publication trimestrielle, Capgemini enregistre une croissance record de son chiffre d'affaires de 17,7%. Le groupe évoque une solide demande, son titre est en hausse. Les autres valeurs technologiques suivent le mouvement. C'est le cas de Soitec, Worldline et ST Microelectronics. Total Energy a vu son résultat net tripler à 9 milliards de dollars. Au premier semestre, il prévoit désormais jusqu'à 3 milliards de dollars de rachat d'actions. On relève aussi que Total Energy intègre l'impact des tensions croissantes entre l'Ouest et la Russie. Le groupe a annoncé passer une provision de 4,1 milliards de dollars, principalement liée au projet de gaz naturel liquéfié LNG2. Une violente chute pour le titre de Solutions 30. Le groupe fait part de résultats annuels en retrait, malgré une activité en croissance de 6,7% et de 3,6% en organique. A contrario, Albioma bondit. Le fonds d'investissement américain KKR a annoncé ce matin le rachat de l'énergéticien français. Il s'agit, selon les entreprises, d'une OPA amicale fixée à 50 € par action. Demain, enfin, la croissance et les prix à la consommation en zone euro viendront rythmer la séance. Il y aura aussi l'indice PCE des dépenses des ménages américains. Du côté des entreprises, enfin, Safran publiera son chiffre d'affaires. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h. Un point complet sur les infos de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Florent Martini, gérant chez Ports en Part. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir ce soir et ravi de retrouver également Malik Hadouk à nos côtés, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Malik, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Valérie, vous écriviez alors le 2 décembre 2021. J'ai retrouvé la date précise, non, mais pour montrer qu'il y avait quand même quelque chose d'assez visionnaire à cette époque. L'année 2022 s'annonce horrible pour les actions. Ugly, c'est le terme que vous utilisiez à l'époque en anglais. Donc, 5 mois après, je voulais qu'on fasse un petit bilan. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que c'est déjà suffisamment horrible sur les actions pour changer de sentiment, voire de stratégie pour la suite ? Ou est-ce que le plus horrible, le plus ugly est peut-être encore devant nous ? Bon, alors on n'est pas dans la même situation sur les actions américaines et sur les actions européennes en termes de sentiments. Et c'est ce qui est un petit peu d'abord étonnant et ensuite embêtant. Alors, étonnant pourquoi ? Parce que vous l'entendez sans doute régulièrement, pour ce qui est des perspectives économiques, avec cette guerre en Europe, eh bien, il y a beaucoup plus de problèmes, a priori, qui doivent surgir, et on a beaucoup plus de chances d'avoir un ralentissement plus marqué qu'aux États-Unis. Et pourtant, quand on regarde les cours de bourse, l'Europe tient mieux que les États-Unis. Les États-Unis sont revenus sur les points bas du mois de début mars, en février. Ouais. Alors que nous, on est quand même dans l'ensemble assez nettement au-dessus. On a des indices comme l'indice portugais. Bon, on a des petits indices en Europe, surtout l'indice portugais, il est très étroit. Mais enfin, on a des indices qui ont fait des nouveaux sommets, etc. Donc, on a un paysage qui est déjà assez surprenant. Et donc, quand on essaye de comprendre ce qui se passe en termes de sentiment de marché, sur les marchés européens, le sentiment s'est très nettement dégradé. Parce que la raison pour laquelle je disais que ça allait mal se passer en 2022, c'est que j'avais des cycles qui me disaient qu'on devait avoir un ralentissement économique, d'abord, et qu'avec ce ralentissement économique, j'avais une situation de sentiment de marché qui était
euphorique. Vous disiez, les investisseurs continuent d'accumuler des positions actions et ne se couvrent plus. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a de pire en termes de situation de sentiment de marché. Et surtout quand excusez-moi, mais je sais qu'on va avoir un ralentissement économique. Il se trouve que c'est extrêmement régulier, les cycles économiques, enfin, la façon dont je les traite, et qu'on devrait avoir à ce moment-là donc plutôt un marché qui commence à se diversifier, à faire du stock picking, à choisir des secteurs un peu plus acycliques, etc. Et tout le monde se ruait sur les secteurs les plus cycliques. Énorme erreur, bien entendu. Donc ça, c'était mon constat. Là, aujourd'hui, le sentiment, il s'est très nettement calmé, bien entendu. Et surtout en Europe. Tout à fait logique. Ce que l'on note en Europe, c'est qu'on a des put call ratio, donc la quantité d'options qui sert à couvrir le portefeuille, qui ont été... les investisseurs se sont surtout couverts au cours du mois d'avril. Alors, ils pourraient se couvrir plus. Le problème de ces indicateurs, c'est qu'ils ne sont pas bornés. On ne peut pas dire ça a valu entre 0 et 100, et donc quand on est à 95, ça se produit dans 0,1 cas sur 100, 0,1 cas sur 100, donc c'est bon, on est sûr que ça va se retourner. Non, absolument pas. Mais statistiquement, là, on est quand même sur une zone sur laquelle on peut raisonnablement penser qu'en Europe, les gens sont bien couverts, sont bien inquiets et qu'il n'y a pas donc un potentiel d'entraînement de la baisse très important. Le problème, c'est que quand on se tourne aux États-Unis, il n'y a rien de tel. On ne peut pas dire que le marché n'est plus dans la période d'euphorie dans laquelle il avait été, mais il n'est pas encore dans un état de clair souci. Le Nasdaq a moins 20 et plus, et la correction obligataire, ça n'a pas suffisamment calmé Non, a priori... l'enthousiasme des investisseurs. A priori, moi, la façon dont j'interprète les chiffres que je vois, c'est que c'est pas... ça les a calmés, mais... ça les a pas rendus pessimistes. Non, ça les a pas rendus suffisamment encore. A priori, ça les a pas rendus suffisamment pessimistes encore. Sur les valeurs technologiques, c'est les pires. C'est vraiment le truc qu'il faut éviter actuellement, avec peut-être les banques. Et comme les valeurs technologiques ont ce très gros poids dans les marchés américains, il y a bien entendu des effets de boule de neige qui sont difficiles à éviter. Donc, qu'est-ce qu'on va... Alors, pour le moment, l'Europe, en fait, a été sauvée par la chute phénoménale de l'euro. Et quand on compare la performance des marchés européens à celle des marchés américains, si on tient compte des effets de devise, c'est-à-dire si on regarde l'Europe en dollars ou les États-Unis en euros, sur les 2 derniers mois, on a fait sensiblement la même chose selon les jours. Voilà, c'est un petit peu difficile de savoir ce qu'on peut... Ça implique, est-ce que ça peut impliquer une stratégie relative ? L'idée de jouer les actions européennes aujourd'hui contre les actions américaines, c'est quelque chose que vous recommandez ou ça reste compliqué ? Ça reste compliqué parce que, en fait, j'aime pas recommander des stratégies sur lesquelles je n'ai pas encore un signal clair qu'elle va se développer. Voilà. Or, pour le moment, on s'est stabilisé, mais on reste en gros sur les plus bas d'écart de performance relative en tenant compte de la devise. Hors devise, on s'est amélioré, mais c'est tout parti dans la devise. La surperformance européenne, c'est toute la baisse de l'euro. Voilà, c'est une situation, moi, je pense qu'on est un peu coincé sur ce marché, quand même. Je ne vois pas dans quelle mesure on peut monter violemment, mais même baisser violemment, je ne suis pas sûre que ce soit encore le moment. J'ai l'impression qu'on est plutôt parti pour un marché encore très ennuyeux. Malik, très ennuyeux jusqu'à présent. De mon point de vue, ça n'a pas été ennuyeux. Peut-être pour vous. Il y a eu un passage. Il y a eu un passage début mars qui était un peu rapide, mais sinon, c'est pas très drôle, je trouve. C'est drôle, non, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on s'ennuie pas. Sur les grandes tendances lourdes là, de marché, Malik, quelle analyse vous faites ? Parce qu'il y a quelques grandes tendances, évidemment, qui sautent aux yeux. La force du dollar, des tendances poussées à l'extrême. Les matières premières, je disais, ça arrête de monter, mais ça rebaisse pas franchement. Enfin, il n'y a pas de soulagement de ce point de vue-là. Et puis les taux, on voit bien que dès qu'il y a un petit retour d'intérêt sur l'obligataire, américain ou européen, c'est pour mieux corriger à nouveau et pour mieux voir les taux remonter quelques jours après.
Aujourd'hui, le marché il est focalisé sur un seul élément, à mon avis, c'est l'inflation. Et jusqu'où l'inflation peut aller, ce qui va conditionner l'évolution des taux d'intérêt. Sachant que la Banque centrale américaine a clairement dit qu'elle ferait tout pour limiter la progression de l'inflation, sans le dire éventuellement au détriment de la croissance, ce que je ne crois pas. Je pense que là aussi on est dans l'excès, ce que vous mentionnez. On pense que les taux vont casser, vont aller au-delà des 3, que l'inflation va galoper au-delà des 10%, mais je pense qu'on n'est pas loin du pic de l'inflation. Exception faite d'un enlisement de la situation en Ukraine, plus qu'un enlisement, c'est vraiment une escalade qui pourrait amener bien sûr les matières premières à monter très fortement. Donc je pense que le marché est focalisé là-dessus et il ne regarde pas, ma collègue le mentionnait, les résultats d'entreprise. Parce qu'on le veuille ou non, les résultats d'entreprise qui sont sortis pour le moment sont de bonne facture, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Aux États-Unis, les estimations de bénéfices ont même été relevées. C'est le seul marché où on voit ça. En Europe, elles ont plutôt été confirmées, voire réduites pour certains secteurs, même s'il y a des secteurs, bien sûr, qui contribuent très fortement, on les connaît, mais les estimations de bénéfices sont en rendez-vous. Et on table encore sur des croissances de bénéfices de 10% aux États-Unis pour la saison de 2022. Mais le marché se dit qu'un ralentissement est à venir et qu'on ne pourra pas se maintenir sur cette tendance-là. OK, c'est peut-être le constat que le marché fait, mais la réalité est aujourd'hui différente. Et un autre élément, c'est que le consommateur, pour l'instant, tient. Et les marges des entreprises, là aussi, encore un facteur essentiel pour la bourse. Parce que c'est ça qu'elle doit regarder. Est-ce que les entreprises sont capables de maintenir les marges aussi élevées qu'elles ont obtenues en 2021 ? Ça reste le cas. Ça veut dire que pour l'instant, le consommateur, il achète la hausse des prix. Mais ça a une limite. On est d'accord. Oui, je suis d'accord. Ça vaut ce que ça vaut. C'est le patron de McDonald's qui s'exprime aujourd'hui. Alors, je ne veux pas dire que McDonald's est un produit de base, mais c'est quand même un produit de consommation courante aux États-Unis. Il envoie des consommateurs américains dans ses magasins. Il dit, à ce stade, broadly, le consommateur américain est en très bonne forme et il n'est pas réticent face à la hausse des prix. Il ne résiste pas. Il accepte les hausses de prix qu'on lui affiche sur les menus McDo. Même pour l'instant, en Europe, le consommateur, même si on entend beaucoup de choses, il accepte aussi cette hausse de prix. La différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a des progressions de salaire qui compensent et qui pourraient compenser éventuellement cette hausse des prix. Plus de 70% des entrepreneurs américains ont dit qu'ils avaient procédé à des augmentations de salaire. Donc la situation économique, elle reste favorable. Il suffit d'avoir la confirmation d'un pic inflation et il suffit d'avoir un peu plus de certitude ou de visibilité sur le chemin de la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis. Oui, mais je pense que la Fed, là, elle est beaucoup plus agressive qu'elle ne devrait l'être. Je pense que c'est une tenue qu'ils ont prise parce que ce qu'ils avaient fait l'année dernière, ils étaient vraiment en retard, malgré ce que le marché leur disait, mais aujourd'hui, ils ont vraiment une position qui est très, très agressive. Même vous, chez CPRM, qui, depuis longtemps, considérez que la Fed est en retard et trop en retard, là, vous considérez qu'elle est peut-être, dans le discours en tout cas, très agressive, trop agressive par rapport à ce qui sera délivré. Si on franchit ces pics, là, c'est quoi le marché d'après ? Les pics d'inflation ? Oui, le pic d'inflation. Si le scénario se déroule tel qu'on le décrit, c'est quoi le marché d'après ? C'est des taux qui continuent à monter. On va au-delà des 3,50 et là, pour le marché action, c'est très, très, très mauvais. D'accord. C'est une correction très importante parce que là, on irait vers une récession qui arriverait beaucoup plus rapidement. Mais si on s'en tient à l'idée d'un pic qui permettra à la Fed d'adoucir son discours... Alors, on a la Fed qui se réunit la semaine prochaine. Oui. Je pense que ça sera un non-event et qu'il ne se passera rien et qu'on risque d'avoir des taux qui vont commencer à rebaisser petit à petit. D'accord. Il ne se passera rien. Enfin, ils vont monter les taux de 50. Oui, mais il n'y aura pas de surprise. Il y a 2 mois, c'était impossible et maintenant, c'est rien. Non, mais c'est vrai. Parce qu'ils étaient en retard. Voilà. Oui, je sais bien. C'est une confirmation du retard. Et il ne faut pas oublier la Chine. Parce que c'est on pourra en parler, mais on parlera du yuan. Je veux bien qu'on explique. Non, pas que le yuan. Oui, mais ça en dit beaucoup. La croissance économique chinoise et l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie mondiale.
Florent, sur les indicateurs de marché, alors le Nasdaq évidemment est emblématique quand même de cette correction, d'autant que c'est le premier indice qui a commencé à corriger. Le pic date de novembre 2021. On est toujours sur une baisse de plus de 20% par rapport à ce pic pour le Nasdaq. Comment vous évaluez la situation si on prend cet indice comme référence, sachant qu'on a quand même les big tech du Nasdaq en l'occurrence qui sont en train de publier. Est-ce que ces publications peuvent permettre de ramener de l'intérêt ou en tout cas d'enlever un peu de désintérêt de la part des investisseurs pour ces composantes? Alors, ce qu'on a constaté sur le Nasdaq, c'est que effectivement, comme vous le dites, le retournement du Nasdaq, il date pas d'hier. Ça a commencé l'année dernière, et donc je parle sous le contrôle de Valérie. Je crois que le marché, quand il se retourne, il opère toujours un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va d'abord attaquer les titres les plus faibles. Donc on a commencé par attaquer les titres qui ont éminemment profité de la pandémie. Ça, c'est les Zoom, les pelotons, etc. On a avancé un petit peu plus, toujours plus dans la cote. On a attaqué les acteurs du e-commerce comme Mercado Libre, comme Shopify, etc. Et puis il reste les généraux, donc les grosses tech qui tenaient la cote. Et on voit que même elles commencent à se faire attaquer. La publication d'Alphabet a un peu déçu sur la pub, sur YouTube, ce qui est compréhensible avec ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a beaucoup d'annonceurs qui ont commencé à couper leur budget publicitaire. Et puis il y a une histoire spécifique sur les vidéos courtes, etc. Donc Alphabet commence à se faire attaquer. Nvidia, qui était un titre leader, a commencé à casser des niveaux très importants. Et les deux généraux qui restent, c'est Tesla et Apple. Et alors Tesla commence à se faire attaquer. Bon, on prend comme motif l'histoire sur Twitter, que ça va le distraire, etc. J'y crois moyen, je crois que c'est juste un prétexte. Et je crois que pour le Nasdaq, en tout cas, la publication d'Apple ce soir est vitale pour la survie des supports. Très honnêtement. Et parce que si le soldat Apple baisse et casse les niveaux, je crois que les prochains niveaux sur le Nasdaq sont beaucoup plus bas. C'est-à-dire, l'objectif, il est entre 15 et 20% de baisse encore. Donc, soit Apple sauve les meubles ce soir et on reste dans quelque chose de plus neutre et on rebondit. On reste en terrain connu par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Soit on a cette finale capitulation sur ce marché-là. Et là, ça sera probablement une opportunité... pour un investisseur de long terme. Voilà. Non, mais ça place l'enjeu quand même. Et du coup, Apple, quand on regarde un peu le dossier et les attentes, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a eu beaucoup d'informations contradictoires ces dernières semaines là, sur Apple. On a eu des rumeurs de fermeture de Foxconn, de 2 usines, que Foxconn a démenti 3 jours après. Ensuite, on a eu des rumeurs de gel des embauches dans des Apple Store. Et de l'autre côté, on a eu des rumeurs positives, comme quoi il y avait des commandes qui n'étaient pas attendues sur des composants de l'iPhone 13. Donc c'est assez difficile à juger. Maintenant, ce que je vois, c'est que le marché a commencé déjà un petit peu le travail de révision à la baisse sur le titre. Une maison emblématique comme JP Morgan, par exemple, a coupé son cours de cible de $5. Et ce qui justifie ça, c'est qu'on a eu des données préliminaires sur les ventes d'iPhone en Chine, qui, avec ce qui se passe, on le comprend, commence à matériellement baisser. Donc, soit on déçoit beaucoup, mais moi, il me semble que le travail a déjà été un petit peu fait par les analystes. Donc, soit on déçoit beaucoup, soit je pense qu'une publication correcte peut permettre de sauver les meubles. Et après, c'est surtout le discours qu'on va écouter de la part des dirigeants d'Apple, sur la Chine notamment. Comment ils se projettent, comment ils voient la situation. L'enjeu est sur le marché chinois pour le moment sur Apple. Je comprends. Et du coup, la publication de Facebook et la réaction de marché de Facebook, c'est pas le même enjeu que la publication d'Apple ce soir. Non, parce que, on n'est pas dans le même monde. On n'est plus dans le même monde. Non, on n'est plus du tout dans le même monde. Ça, c'est clair et net. Le Facebook a baissé de je sais pas combien, 50, 60. Oui, ça a divisé par 2. C'était à 1000 milliards et c'est à moins de 500 milliards. La réaction de marché aujourd'hui, elle est emblématique d'un rachat de short. C'est la publication de Meta est vraiment pas terrible. Bon, ils ont gagné. Je crois qu'ils ont surpris sur le nombre d'abonnés. Ils ont sorti 10 millions d'abonnés supplémentaires. En revanche, sur le chiffre d'affaires, c'est 1 milliard de moins que ce qui était attendu. Donc,
Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment du rachat de short. Il y a PayPal aussi qui a publié hier soir. PayPal, quand même, remet en doute sa guidance de long terme, ce qu'ils avaient prévu dans un CMD il y a 6 mois, en disant on a peut-être trop extrapolé les choses, etc. Et le titre, il était en petite hausse tout à l'heure. Donc, c'est plutôt des mouvements de rachat de short. Ouais, ça c'est le pire, parce que le long terme pour ces boîtes-là, on actualise quand même le long terme. Ah oui. Donc effectivement, ça c'est pas un trimestre qui compte, mais c'est ce genre d'indication. C'est ce que vous disiez, Valérie. Enfin, vous disiez aujourd'hui, faut toujours pas avoir de tech. Enfin, c'est pas le moment de se repondérer sur ce groupe de valeurs là. Oui, j'aime bien la façon dont Florent a présenté les choses. Et moi, je pense que il faut attendre qu'Apple ait pris un petit coup dans l'aile. Et mal publié non, la publication, ça peu importe, on s'en fiche, c'est la réaction. Non, oui, c'est ça. Il Quand faut je dis mal attendre publié, c'est avec une réaction négative. Voilà, qu'il y ait une belle réaction négative pour acheter. D'accord. Parce que justement, quand on est dans ces... Enfin, moi, j'ai une règle. Et je trouve que Microsoft est bien aussi. Moi, j'aurais mis Microsoft à la même enseigne qu'Apple, plus que Tesla. C'est sous des moyennes mobiles de 100 jours. Microsoft ? Ouais, c'est juste en dessous, là. Bon. Alors, je ne fais pas tellement attention aux moyennes mobiles. Non, mais elle tient quand même bien. Elle est moins dynamique, etc. Mais c'est une valeur dividende maintenant, Microsoft. Plus haut. Oui, oui, mais c'est stable. Ça amène de la stabilité, bien sûr. Donc, en fait, quand on est dans un phénomène où le retournement a mis du temps à se construire, comme ça a été expliqué, le moment où les valeurs fortes donnent des signaux de vente, c'est le moment où il faut acheter. Exactement. C'est là qu'on se dit que le marché capitule. Voilà, c'est la capitulation. Donc, quand L'Oréal donne un signal de vente, ou quand Apple ou Microsoft donnent un signal de vente, ou Coca, mais Coca, ça va être très difficile. On n'est pas là. Non, c'est pas. Ouais. Non, pour le moment, le problème, il est quand même localisé sur quelques secteurs sur le marché américain. Si on prend le marché des devises, Malik, je sais pas, il y a des phénomènes. Alors, les tendances là aussi sont pas nouvelles. Le dollar monte déjà depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais après avoir déjà rallié beaucoup ces derniers temps, on voit des phénomènes d'accélération, des mouvements de 1-2% par jour sur des devises majeures. Et on pourra parler plus spécifiquement de la Chine et du yuan, qui est quand même une devise sous contrôle, qui perd 4% en 10 jours. On peut être surpris par l'accélération encore de ces mouvements. Il y a une forme d'extrême atteint, de capitulation, je ne sais pas, sur ce marché des devises, là. Le dollar, très honnêtement, il s'est apprécié là, dans les 4 derniers jours de plus de 3%. C'est bien sûr l'incertitude géopolitique qui joue son rôle de valeur refuge, mais c'est aussi les déclarations des membres de la Fed sur l'accélération de la hausse des taux qui favorise en fait l'investissement sur le dollar à l'heure actuelle. Donc c'est le dollar qui est fort, c'est les autres devises qui sont faibles. Par exemple, non mais c'est intéressant parce qu'on constate aussi que la BCE ne cesse de monter le niveau d'agressivité de son discours pour essayer de ne pas décrocher de la réserve fédérale. Mais ça ne suffit pas. Oui, l'euro n'arrête pas de se cracher. La Fed est beaucoup plus agressive que l'est la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne ne l'a fait que récemment avec des discours aussi des fois contradictoires, en disant que l'inflation est peut-être menaçante, mais on a un problème aussi, ce qui a été évoqué, de croissance. Et donc on ne va pas commettre l'erreur qui a été faite il y a quelques années. Je ne donnerai pas le nom de la personne. Si. Juillet non, mais à chaque fois, en plus, c'est au mois de juillet. C'est pour ça que la réunion du mois de juillet, 21 juillet pour la BCE, visiblement, chaque fois qu'ils ont monté les taux en 2011 et 2008, c'était en juillet. C'est en juillet. Donc, c'est cet environnement-là que le marché intègre. Et la croissance américaine reste pour l'instant solide, même malgré le fait qu'aujourd'hui, on ait eu un chiffre un petit peu décevant, mais où le consommateur reste quand même présent et qui augure d'un rebond, en tout cas d'une stabilisation de cette... C'est pas le début d'une récession aux États-Unis. Non, pas tout de suite. Pour l'instant, pas maintenant. Pas tout de suite. Et on a subi aussi des forts mouvements malgré la poursuite de la hausse des taux. La hausse des matières premières sur les devises matières premières qui ont fortement baissé aussi également. Oui, bien sûr. Je citerai juste le Real brésilien. Sur une semaine, il s'est craché totalement. Qui avait été un performeur exceptionnel depuis les débuts de l'année et qui s'est craché, comme vous le mentionnez, cette semaine, ou le peso mexicain, alors que ce sont des valeurs qui sont des devises qui sont très liées à l'évolution des prix des matières premières, mais qui là sont touchées de plein fouet par l'anticipation de hausse plus avérée des taux américains.
Et donc là, c'est même histoire. Tant qu'on n'a pas la certitude d'un pic inflation des États-Unis et donc d'un pic hawkishness de la Fed, le long dollar, ça reste un one-way trade pour l'instant ou est-ce qu'on peut prendre un peu de distance? Enfin, Là, c'est extrême on quand pourrait même. prendre un distance si la situation, je vous dis, géopolitique s'améliorait. D'accord. On aurait un retour de la... D'accord. Là, c'est vraiment la version au risque qui joue en faveur du dollar. Mais un retour sur les actions, un retour technique, par exemple, momentané sur les actions, parce qu'on considère que la correction a été trop forte, je suis certain entraînerait une revalorisation de l'euro et des autres devises par rapport au dollar. Ouais, tout ça est assez. Mais pour lié, l'instant, la situation est tellement incertaine que c'est le dollar qui... Et puis, la décision de la Banque du Japon, ce matin aussi, de tout faire pour maintenir les taux longs des 10 ans. Ah oui. Ça... Easing. Ah oui, toujours. Ça joue aussi en faveur du dollar. Oui, parce que le yen avait souvent joué son rôle de valeur refuge dans des situations d'incertitude très marquées. Et la décision de la Banque du Japon, là, donne un... Pas dans un monde inflationniste. Pardon ? Pas dans un monde inflationniste. Le yen pas perdre dans un son monde... statut, va perdre... Mais l'inflation au Japon est en train aussi de progresser. Hein. Oui, enfin... C'est un peu moins... Ils ont de la marge, a priori. Ils ont de la marge, mais avec la dévaluation du yen, cette marge... Ils peuvent voir 2%. On peut voir 2% d'inflation. Tout à fait. Ouais. Comment vous regardez ces mouvements de devises? Encore une fois, moi, ce qui me frappe, alors il y a les niveaux, bien sûr, atteints, et puis la vitesse à laquelle ça se développe sur des devises majeures. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a rien qui se passe sur les obligations. Le marché obligataire s'est complètement calmé. En fait, quand la Fed a parlé, a dit que pouvait passer à 75 bips, etc. Donc on a quasiment vu 3% sur le 10 ans et vous dites depuis, en fait, ça s'est calmé. Puis après, ça s'est arrêté. Bon. Pour d'autres raisons, c'était la situation géopolitique qui a entraîné un... vous avez un week-end, on vous parle de guerre nucléaire ou de... Oui, mais on nous en a déjà parlé potentiellement de guerre nucléaire. Là, c'était la première fois que c'était affirmé de façon... oui, alors ok. Moi, j'ai pas trouvé que la situation géopolitique s'était particulièrement détériorée par rapport à ce qu'on avait connu. Donc, peut-être mal estimé ça, effectivement. Mais en tout cas, il y a un désaccord actuellement entre ce qu'on voit sur le marché obligataire et ce qu'on voit sur le dollar, parce qu'il n'y a absolument aucun accompagnement. Et que quand... alors, moi, ça ne me choque pas de ne pas voir la théorie macroéconomique confirmée. Hein, ça arrive très souvent. Mais quand on a un mouvement d'une telle violence, que ça ne soit pas confirmé par le marché obligataire, là, c'est quand même un petit peu gênant. Quand c'est en fait, la non-confirmation, c'est en général des choses qui se font où les élasticités varient. Et donc, on a des chemins qui s'écartent et qui font qu'on ne confirme pas les corrélations, mais c'est plutôt lent et graduel. Là, c'est flagrant et c'est puissant. Donc, il y a un truc qui sur un horizon de temps assez court quand même, Valérie, parce que la partie courte, le 2 ans, c'est quand même craché de manière spectaculaire. Oui, c'est ça, d'accord. On est d'accord, oui. Mais c'est quand même le moment où justement ça s'est accéléré sur le dollar. Donc on est un petit peu... Là, on est sur un qui tout double. Hein. De toute façon, techniquement, on est aussi sur un qui tout double. On a été dans une zone de congestion pendant 6 ans. On est en 2022, 2016, ça dépend. On est allé faire encore Oui, on est toujours dans le même pavé, quoi. Donc maintenant, soit on s'arrête, et on a quand même des niveaux de survente qui sont exceptionnels sur tous les indicateurs, même les indicateurs contrariants les plus fiables. Donc moi, je commence par favoriser cette hypothèse-là parce que je suis obligée d'avoir une approche rationnelle. Hein. Et alors du coup, ça remet en jeu des tas d'autres choses, bien entendu. Ça bouscule toute une série de quilles si le dollar s'arrête, a priori. Ce qui ne simplifie pas la lecture globale des marchés. Parce qu'on repart sur un truc où on se dit « Ouh là là, mais les ordres qu'on connaît vont à nouveau changer, mais dans quel sens ?» Donc, normalement, c'est les lectures raisonnables. Enfin, cela dit, si ça continue à accélérer, c'est qu'on a des taux, a priori, qui repartent à la hausse, hein, quand même aussi. Et effectivement, qu'on a des marchés actions qui dévalent. Enfin, genre, on a un 87. Bon, voilà. Donc, on perd 20% sur le S&P en 3 semaines. Puis voilà. Ça ne peut pas être exclu. Ça ne peut pas être exclu. Normalement, c'est l'événement qui a la plus faible probabilité. Oui, d'accord.
Parce que normalement, c'est un petit peu plus tard dans le cycle que ça doit se produire, pas à ce moment-là. C'est un petit peu tôt pour avoir cet emballement sur les marchés On obligataires. verra à la suite de la réunion de la Fed la semaine prochaine si le marché y voit plus clair sur stop ou encore pour le dollar. Oui, parfois ça n'éclaire Oui, pas. Hein. Non, il n'y a pas besoin. Je ne sais pas si ce y a sera pas un besoin non-event d'une- ou pas. Il n'y a pas besoin d'un mais, événement mais parfois, particulier. les Je mouvements sont comprends. faits avant. On se calme après. Hein. Et on se calme après, une fois qu'on a l'annonce. Enfin bon, c'est... Florent, sur les devises, est-ce que ça vous intéresse ? On peut aussi évoquer, tout est lié, hein, inflation, devises, et il faut dire un mot des matières premières. Là aussi, il y a des indices agrégés qu'on regarde. Il n'y a plus d'accélération à la hausse, mais bon, voilà, les cours du pétrole restent quand même bien au-dessus de $100, etc. On reste quand même sur des niveaux de prix qui sont très fermes. Oui, après, ce qui a stoppé la hausse, c'est les craintes de récession, hein, c'est clair, c'est clair et net. Maintenant, La Chine, on a beaucoup parlé de la Chine ces derniers jours, la Chine, effectivement, tout à avec fait, une et puis- croissance qui sera peut-être plus à 3,5 qu'à 5,5. exactement, et hein. puis il y a eu les publications des grandes stars des matières premières, du style Rio Tinto, anglo-américaine, qui étaient sur des tendances très très fortes et qui ont déçu sur leur publication un petit peu, notamment sur les perspectives, avec un message assez prudent sur les perspectives. Donc nous, sur les matières premières, vu qu'on ne sait pas si ça va continuer ou si ça va s'arrêter, on est clairement plus sélectif. Ce qu'on regarde, c'est qu'on essaye d'aller chercher des histoires spécifiques de self-help, du style, nous une valeur qu'on aime bien, c'est une valeur norvégienne qui s'appelle Norsk Hydro, qui est spécialiste de l'aluminium. Et là, si vous voulez, l'aluminium, c'est un matériau qui est indispensable dans plein de tendances majeures, la transition énergétique, l'électrification du parc automobile et d'autres tendances que j'oublie. Et en plus, c'est une valeur, si vous voulez, qui est en plein dans la tendance du moment, parce que c'est dans la tendance de l'économie circulaire. Ouais, je comprends. C'est une valeur qui a pour objectif, dans quelques années, à recycler 100% de sa production d'aluminium. Ouais. Donc, Mais ça veut dire on achète moins aveuglément Voilà, le exactement. compartiment oil and gas, basic resources, Voilà. matières premières en on général. va quoi. plutôt aller chercher vraiment des histoires spécifiques. Et vu que les matières premières, c'est quelque chose qui est indispensable, notamment dans une thématique très forte qui est la transition énergétique, il y a des idées, mais on est plus spécifique et on fait plus attention. Bah, tiens, à propos de transition énergétique, là, la bourse dit au revoir à Albioma. Oui. Ça fait quand même un véhicule de moins dans lequel on peut investir quand Oui. on est sur les marchés cotés, en tout cas. Ouais, Donc, ils préfèrent... il se trouve mieux valorisé par un acteur du private equity que par le marché boursier. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que, je vais être très honnête, Grégoire, c'est un acteur qui est sur une thématique avec un enjeu si fort, qui est leader dans la biomasse. C'est un des leaders mondiaux de la biomasse. Voir se faire acheter par un fonds de private equity. Alors, le problème, c'est que nous, sur les marchés d'actions, on se pose toujours la question, les taux, pas les taux, l'inflation, pas l'inflation. Le private equity s'en fout de tout ça. Et donc, là, il a vu une opportunité dans une thématique qui est extrêmement porteuse et qui s'accélère. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il y a des acteurs majeurs et des investisseurs majeurs qui s'intéressent à ce domaine-là. Donc, sur toute cette thématique de transition énergétique, et notamment les green stocks, il va probablement continuer à avoir de l'intérêt. Oui, mais enfin, on se demande si c'est un vrai intérêt ou pas. Il le paye 50%, avec une prime de 50%, alors par rapport au cours du 7 mars avant le début de la spéculation, mais ils estiment que, et évidemment, j'imagine que leur objectif de rendement sur les années dans lesquelles ils vont contrôler le dossier, il est bien supérieur à ça. Oui, mais en réalité, voilà, c'est ce que vous dites, c'est que ce prix-là, allez, je vais faire un peu de provoque, c'est cadeau. Oui, oui. Voilà. Oui. Bah, je pense que si cadeau. KKR offre 50% de prime sur le prix coté, oui, je pense qu'effectivement, ils doivent se dire qu'ils font une très bonne affaire. Oui. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pourquoi le marché n'est pas capable de voir la que, même valeur que KKR dans un dossier comme Albioma ? C'est compliqué parce que les green stocks, donc il y a eu cette problématique de bulle il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et donc le marché est très frileux sur ces titres-là. D'accord. Et justement, bon, moi je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle parce que depuis le bid de KKR, le segment est de nouveau entouré. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et si on peut retenir quelque chose de positif de ce drame qui s'est passé en Ukraine, c'est que ça a accéléré la prise de conscience sur le besoin absolu d'aller plus vite sur la transition énergétique. Le fait
qu'il y ait une urgence de sécurité énergétique en plus de l'urgence de sauver la planète, c'est une double incitation qui fait pas de mal. Oui. Non, mais oui. C'est plutôt la deuxième que la première. Bah, Malheureusement. ouais, on fait avec ce qu'on a. Hein. Non, mais effectivement. Bon, mais ça remet de l'intérêt quand même sur ce compartiment des green stocks, enfin, dites des green stocks, mais le thème de la transition énergétique qui reste de toute façon, quoi qu'il arrive, un méga thème pour les marchés cotés, mais pour le non coté également. Hein. C'est une problématique d'infrastructure et de beaucoup de choses derrière. La Chine, est-ce qu'on panique ou pas sur la Chine, Malik? Pour le moment, non. Non, parce que les officiels, eux, ils ont l'air d'être quand même dans une situation, je ne sais pas si c'est la panique. La communication, Pékin, mais la communication oui. des officiels a été désastreuse, en bon. fait, parce qu'ils avaient préparé le marché à des mesures d'accompagnement, et ces mesures d'accompagnement, dans un premier temps, avaient ciblé les entreprises. Oui. Mais celui qui est le plus impacté aujourd'hui, c'est le consommateur chinois, Oui. avec les différentes mesures de restrictions qui ont été imposées. C'est le consommateur chinois. Et ils ont pris conscience, enfin, qu'il fallait cibler le consommateur chinois pour lui redonner l'envie de consommer. Bah, Et donc, il faut déjà peut-être arrêter de le confiner pour ça. oui, mais Non mais, la politique du zéro oui, mais- Covid, c'est pas moi qui en non, mais je décide. sais bien. Mais ce que Je veux suis dire, d'accord c'est avec que vous, c'est j'entends- une erreur, mais il commence à desserrer les taux Ouais. dans certaines villes Oui, plus rapidement parce que mettre que des mesures prévu. de soutien à la demande, c'est très bien sur le papier, mais, Oui, mais- s'il y a toujours une entrave sanitaire énorme, Tout à fait, on est tout à fait d'accord, je suis il verse d'accord de l'eau avec dans ça. le sable, quoi. Mais la communication, c'est pour ça que Oui, oui. elle était désastreuse. Et aujourd'hui, hier, ils ont annoncé qu'il fallait absolument maintenir le système de production Oui. et qu'ils Oui. allaient Confinés dans les usines. exactement obliger les gens. Non, mais on en rigole, mais c'est terrible. Non, on parce n'en que rigole ça pas. fait 2 ans, et que pour des questions, parce que c'est inacceptable politiquement de faire venir un vaccin occidental en Chine. Exactement. Mm. Voilà, vous avez. Oui, mais ça veut réponse à la dire qu'on a question. du mal à voir comment on en sort justement de cet Mais ils vont- enlisement de la crise sanitaire en Chine. Ils vont en sortir comme on en est sorti, non. en testant beaucoup plus fortement qu'ils l'avaient On est fait. vacciné quand même, Malik. Nous, on a vacciné, Bah mais oui. eux l'ont oui, fait, mais- l'ont fait beaucoup moins. Mais ça, c'est une décision idéologique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et deuxièmement, je pense que le marché action, ils vont commencer à le soutenir de manière beaucoup plus importante. Ouais. Est-ce qu'ils sont en train de dévaluer? D'évaluation contrôlée, ils ne vont pas recommettre l'erreur de 2015, à mon avis. Ouais. Oui, parce que les conséquences avaient été quand même assez. Sur la crédibilité Oui, et puis sur les financière de la sorties Chine. et sur les sorties de capitaux. Là, le yuan offshore, ça sort. Hein. Mm. Sur la Chine? Non, je ne sais pas. C'est Non, pas d'intérêt particulier en termes d'investissement? non, pas encore. Non. Pas encore. Non. Ce qui est clair, c'est que quand on voit les publications d'entreprises, les chefs d'entreprise, ils y voient pas clair du tout. Hein. Non. Quand on a vu les publications sur le secteur du luxe, les analystes, ils ont posé qu'une question, c'est la Chine. La Ouais. Chine. Ouais. Et bon, ils peuvent jamais se projeter, hein, mais personne n'y voit clair et c'est très compliqué. Après, Pourtant, les résultats d'entreprises du luxe ont été. exceptionnel. Exceptionnel. C'était vraiment à la juxtaposition Position. du moment où ils confinaient. Donc, ils ont quand même dit que ça ralentissait un petit peu, mais voilà. Après, est-ce qu'on peut pas être un petit peu optimiste en se disant que la Chine, c'est le premier pays à être sorti du Covid en 2020, qui sont sortis extrêmement vite, qui sont repartis. Ouais, manu enfin, sorti, militari. on voit ce qu'il en est 2 ans après, Non, quand non. même. Oui, oui. Mais le redémarrage a Ouais, été très, je très, comprends. très, très fort et très violent. Donc il y aura un relief, il y aura une forme de J'ose de revanche l'espérer. économique. Ouais, j'ose l'espérer. Valérie? Non, je sais pas. Non. Alors, sur la Chine, je n'ai pas d'avis. Moi, je me suis juste étonnée. Je me dis qu'ils vont bien trouver une excuse pour déconfiner plus tôt, parce qu'ils n'ont pas tellement le choix, quoi. Sauf qu'ils ont il faut qu'ils gardent la face. En même temps, il faut qu'ils fassent repartir l'économie. Donc, il va falloir qu'ils trouvent, je sais pas, des vaccins en marque blanche. Ouais. Non, je dis n'importe quoi là. Hein. Mais enfin, Ouais. non, il faut qu'ils trouvent un truc. Et je pense qu'ils se retournent dans leur tombe parce qu'il faut que l'économie reparte avant le mois de septembre, quoi. Après, ça, Oui, et que le plan de marche en vue du Congrès, ils y sont pas du tout pour l'instant. Oui. Ouais. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day. Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR AM. Et Florent Martini, gérant chez Ports en Part, était avec nous en plateau ce soir.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui, alors grand classique de la transition énergétique, mais la transition énergétique vue d'Afrique. Et on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un spécialiste de l'Afrique, de l'investissement en Afrique. Et c'est vrai que c'est une grille de lecture sur l'idée de la transition énergétique qui nous manque parfois. Il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de la transition énergétique sur le continent africain également. C'est Guillaume Arditi qui est avec nous en visioconférence pour évoquer ces sujets, associé fondateur de Belvedere Africa Partners. Bonjour et bienvenue Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Et d'ailleurs, retour de terrain, puisque vous étiez il y a quelques jours encore, je crois, en Afrique, en Namibie précisément, où se tenait la Namibian International Energy Conference. Et on y parlait notamment des enjeux en matière de transition énergétique. Alors je suis désolé, je parle pour l'Afrique en tant que continent, mais on comprend quand même l'idée derrière. Je voulais que vous nous racontiez tout simplement quel est l'état d'esprit justement des acteurs engagés en Afrique dans le domaine de la transition énergétique. Et puis déjà, quels sont les termes de l'équation pour des pays africains qui sont pour beaucoup d'entre eux encore dépendants, très dépendants, peut-être moins qu'auparavant, mais toujours très dépendants de la production d'hydrocarbures et de minerais. Quels sont les termes de l'équation de cette transition énergétique en Afrique, Guillaume ? Bonsoir Grégoire, merci, ravi de vous retrouver. Effectivement, oui, je reviens de Namibie où j'ai passé quelques jours pour cette conférence Oil and Gas qui fait suite en fait à des découvertes pétrolières offshore qui ont été faites par Shell et Total assez récemment. Donc c'est des découvertes qui sont accueillies évidemment avec enthousiasme, non seulement parce que la Namibie n'est pas un pays qui est particulièrement bien doté en termes de ressources naturelles, c'est un pays très vaste, mais sur lequel il y a beaucoup de zones très arides. Et puis le deuxième point, c'est que c'est également un exploit technique, puisque c'est du offshore très profond, au-delà de 3000 mètres. Quoi. Donc le sentiment qui se dégage, je dirais, il est... alors, d'un point de vue un petit peu plus large sur l'Afrique, quand il s'agit de découverte d'hydrocarbures, on peut dire qu'il est triple, en fait. Le premier, c'est comme je le disais, en général, c'est quand même plutôt reçu comme une bonne nouvelle parce que c'est une découverte qui permet c'est des découvertes qui permettent au pays d'espérer des années meilleures. La deuxième réaction que l'on trouve souvent dans les écosystèmes, c'est un petit peu le spectre de la malédiction des matières premières. Donc souvent, dès qu'on entend parler d'une découverte pétrolière, il y a beaucoup de commentateurs qui l'associent avec un futur assez sombre qui va se décliner avec la répétition d'une malédiction des pétrolières. Et puis le troisième élément qui est un petit peu plus récent en revanche, il y a une forme d'irritation qui a commencé à se développer en Afrique auprès des différents acteurs et dans les différents pays et qui tient notamment du fait qu'il y a eu depuis quelques années un embargo croissant sur les financements des industries extractives. Alors, bien sûr, ça a commencé avec le charbon, ce qu'on peut comprendre étant donné les problèmes de pollution qui sont afférents. Mais il y a eu progressivement une extension sur la partie pétrolière et puis ensuite une extension également sur la partie minière et sur les industries associées. Donc aujourd'hui, c'est un facteur qui commence à créer de l'irritation auprès des Africains puisque de manière assez compréhensible, leur argument est de dire que finalement l'empreinte carbone qui a été créée pendant ces 200 dernières années d'industrialisation, a principalement trouvé sa source en Europe et aux États-Unis, en Chine également plus récemment, et qu'en plus cette industrialisation a été largement aussi faite grâce au développement des matières premières qui avaient été importées d'Afrique. Quand vous dites embargo financier, on en avait déjà discuté, vous nous l'aviez déjà raconté, Guillaume, c'est qu'il y a quand même, le crédit bancaire, beaucoup de banques occidentales, pour des questions réglementaires, notamment de gestion des risques, ont quitté, en partie en tout cas, le domaine du financement de ces productions et de ces industries sur le continent africain. C'est ça, Guillaume ? Alors, il y a deux facteurs. Il y a un facteur qui est spécifique aux ressources naturelles, donc qui a été poussé par les organisations internationales dans le cadre de la transition énergétique. Donc, on dit progressivement, il ne faut pas financer les ressources naturelles, il ne faut pas financer le développement pétrolier, car c'est source de pollution. Donc ça, c'est un premier élément
qu'on a d'abord retrouvé auprès d'un certain nombre de bailleurs de fonds et d'institutions internationales, et qui évidemment ensuite été suivi dans les faits par un certain nombre d'acteurs du privé. Donc là, ça a provoqué une contraction de la capacité de financement disponible pour le développement de ce type de projet, alors que ce soit en Afrique ou ailleurs, bien entendu, hein, ça n'est pas limité à l'Afrique. Dans le cas plus spécifique de l'Afrique, il y a effectivement un autre élément qui se rajoute et que vous soulignez très bien, c'est que l'évolution de la réglementation post-crise 2008 a créé une évolution dans le traitement prudentiel des banques qui ont fait que, globalement, pour faire des transactions sur des pays qui ne sont pas investment grade, le coût du capital devient trop important. Ouais. Donc on a vu des effets d'arbitrage qui sont effectués sur je dirais, les 5-10 dernières années, avec le retrait d'un certain nombre de grandes banques internationales. Donc là, du coup, on se retrouve avec cette situation qui est un petit peu plus spécifique au marché africain, où on a une limitation structurelle de la capacité de financement qui va venir du système local. Le système local a une capacité qui est importante jusqu'à 3-5 ans, mais au-delà de 5 ans, ça commence à devenir difficile. Je vous le tire à grands traits, hein. Évidemment, en Afrique du Sud ou au Maroc, par exemple, la situation est différente, mais en termes de tendance, c'est la réalité. Le deuxième facteur, bien entendu, c'est l'aide au développement. L'aide au développement qui fait beaucoup de travail, mais qui est restée aujourd'hui à peu près plafonnée aux alentours d'une 50aine de milliards de dollars, mettons 55, et dont on ne peut pas forcément espérer qu'elle atteigne des montants beaucoup plus élevés, ni qu'elle s'occupe toute seule du développement d'un continent entier. Les marchés de capitaux sont quant à eux encore un peu en recherche de profondeur. Donc là aussi, il y a de l'évolution, mais ça reste limité. Et enfin, les banques internationales dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, on a effectivement une contrainte en termes de financement qui est extrêmement marquée et qu'on qualifie fréquemment de financing gap en Afrique. Est-ce que la transition énergétique, et il faut définir peut-être ce qu'est l'idée de la transition énergétique pour un continent comme l'Afrique, avec les contraintes que vous avez notées et la dépendance aux hydrocarbures, hein, s'il y a quelque chose de contradictoire d'ailleurs entre les deux, mais qu'est-ce qui caractérise l'idée de la transition énergétique pour le continent africain? Et puis on pourra parler du financement et comment on peut résorber ce gap de financement, peut-être à travers l'idée du financement de la transition énergétique pour l'Afrique. Mais à quoi ça ressemble? Je dirais que la principale préoccupation aujourd'hui en Afrique, c'est l'électrification. Ça, c'est la première des préoccupations. Donc, ce n'est pas forcément la même priorité que celle qu'on va retrouver sur nos marchés, mais c'est la réalité de ce qu'il y a en Afrique. Pour vous donner un exemple qui va ce qui sera parlant et qui donnera une indication sur la légitimité de cette position-là, aujourd'hui, ce sont 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. On parle d'un taux d'accès d'électricité qui est à peu près à 55%. Donc, on est sur des ratios qui sont bas. La consommation d'électricité en Afrique représente 1,5 fois celle de l'Allemagne. Donc ça vous donne quand même des ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, la première des préoccupations pour les différents pays africains, c'est évidemment de passer sur la vitesse supérieure en termes d'électrification. Alors ça n'est pas du tout perçu comme antinomique avec la transition énergétique, pour deux raisons. La première, c'est que le fait d'avoir de la production électrique plus importante permettra de sortir de l'environnement, en particulier la consommation de charbon domestique et de bois domestique, qui aujourd'hui concerne 70% de la population rurale en Afrique. Donc c'est énorme et c'est extrêmement polluant. Donc ça veut dire que si par exemple on commence à travailler sur le gaz naturel qui permet de développer des capacités électriques importantes, on ne rentre pas forcément en contradiction avec la transition énergétique, mais c'est vécu simplement comme la recherche d'un mix énergétique qui va être adapté à la réalité des différents pays. Donc il ne s'agit pas du tout de se focaliser uniquement sur les projets pétroliers et gaziers, mais simplement d'avoir un équilibre et un petit peu d'harmonie entre les différentes sources d'électricité qui peuvent être développées. Et donc, électricité, effectivement, et l'électrification. Alors nous, on a la chance d'être dans des pays déjà très électrifiés. On essaye d'aller d'ailleurs encore un peu plus loin, mais là, tout est à faire de ce point de vue-là en Afrique. Si on revient sur la question du financement, de quel type de montant on parle aujourd'hui pour l'électrification, en tout cas cette partie importante du développement des infrastructures en Afrique?
Et quel type d'investisseur ça peut intéresser, Guillaume? Je pense que là, vous appuyez vraiment sur le point le plus douloureux et essentiel du problème, qui est le gap de financement. Alors, le gap de financement sur la partie électrique, on l'estime aujourd'hui à environ 60-70 milliards de dollars. Quand on considère que la partie de le développement du power fait partie des infrastructures, globalement, on estime les besoins en financement d'infrastructures aux alentours de entre 130 et 150 milliards de dollars. Il n'y a jamais de chiffre précis, mais des tendances qui ne font qu'augmenter au fur et à mesure des années. C'est par an, hein, des chiffres par an, ça, Guillaume. Par an, oui, non, mais bien sûr. Oui, absolument. Oui, donc c'est assez colossal. C'est assez colossal, et donc il y a à peu près la moitié qui est financée pour faire un petit peu pour tailler à la hache. Et donc aujourd'hui, la réflexion qui se pose, et vous savez que nous on est des grands défenseurs de cet aspect-là, c'est qu'il y a tellement de liquidités sur les marchés européens et américains qui ont du mal à trouver des investissements dont les rentabilités, les rendements sont intéressants. Aujourd'hui, il faut absolument procéder à un refléchage de la liquidité à la fois européenne et américaine vers le continent africain, mais également assister à une panafricanisation des investisseurs africains. Oui, c'est une question de fléchage avant tout, vous dites, Guillaume, parce que c'est du point de vue de la rentabilité financière de ces investissements, du point de vue du risque pris par le financeur, celui qui apporte les capitaux ou la dette pour l'infrastructure, vous dites, on retrouve des rendements risques qui sont tout à fait acceptables pour un investisseur global, par exemple. Oui, alors je pense même qu'ils sont plus qu'acceptables. C'est-à-dire qu'on est resté pendant très longtemps bloqué dans une vision un peu binaire du marché africain entre aide au développement et au risque au rendement, et rien au milieu. Aujourd'hui, en Afrique, il y a une granularité comme sur d'autres marchés, et on peut tout à fait développer des stratégies où on se retrouve avec des profils de risque-rendement tout à fait conservateurs et prudents, donc avec vraiment des philosophies de préservation du capital. Ça veut dire que concrètement, pour des investisseurs qui aujourd'hui travaillent par exemple sur de l'infrastructure en Europe, sur de la dette, on va parler souvent de maturité aux alentours d'une vingtaine d'années, avec des rendements qui vont peut-être toucher 3%, 3,5% si on est chanceux. En Afrique, sur des maturités plus basses et sur des projets extrêmement solides, on va trouver des rendements qui sont au moins 2 fois plus importants. Avec, pour conclure, Guillaume, il ne reste plus de temps, mais des taux de défaut, vous dites, sur ces projets, sur la dette associée à ces projets, qui est peut-être à des niveaux les plus bas du monde, sur ces projets d'infrastructure en tout cas. Hein. Oui, effectivement, j'ai eu des discussions avec un certain nombre d'investisseurs qui m'ont gardé un petit peu les yeux écarquillés. Il y a une étude de Moody's qui retrace les défauts des financements de projets, donc qui sont principalement reliés aux infrastructures, sur une vingtaine d'années, et on voit que ce sont les taux de défaut qui sont parmi les plus bas au monde, bien plus bas que l'Amérique latine, bien plus bas que l'Amérique du Nord. Et puis ce qui s'explique, puisque l'infrastructure étant tellement importante, on en prend beaucoup plus soin également. Donc le taux de défaut, assez logiquement finalement, est plutôt nettement plus bas qu'ailleurs. Merci beaucoup Guillaume, merci pour cet éclairage sur la grande question de la transition énergétique globale, mais la vision africaine et les enjeux africains de ce point de vue-là sont particulièrement intéressants. Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Arditi qui est avec nous en visioconférence, associé fondateur de Belvédère Africa Partners, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition qui se termine. On se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.